Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse et honorée de recevoir au micro de Joyful Return Khaira Thiam, psychologue clinicienne sénégalaise spécialisée en pathologie psychiatrique et en criminologie clinique. Elle est aussi une fervente militante féministe depuis des années. Incisive et engagée, Khaira Thiam nous parle de sa répatriation, de ses diverses spécialités professionnelles et revient également sur les difficultés observées au sein de la population sénégalaise. Bonjour Khaira Thiam, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Merci de votre invitation à participer à votre podcast. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci d'avoir pris le temps d'accepter cet entretien. Alors, moi, ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de pouvoir m'entretenir avec vous sur plusieurs plans. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante et féministe. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, nous dire un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours. Alors oui, je suis psychologue clinicienne, je suis aussi criminologue et je suis spécialisée aussi dans les pathologies psychiatriques. J'ai fait mon parcours universitaire à l'université Lumière Lyon 2 en France et à l'UFR médecine de l'université Claude Bernard, toujours en France à Lyon. Je suis revenue au Sénégal depuis 5 ans maintenant, où j'exerce aussi bien en tant que psychologue qu'en tant que consultante pour différentes institutions nationales et internationales. Et à côté de ça, j'ai une forte activité militante. Enfin, ces dernières semaines, elle est un peu moins virulente parce que je suis sur de nouveaux projets. Mais voilà, j'ai eu une très forte activité militante assez virulente au Sénégal sur ces dernières années. Donc voilà. Khaira, est-ce qu'on peut revenir succinctement sur les différentes disciplines? Comment on les distingue et qu'est-ce qui les caractérise? La psychiatrie, c'est de la médecine. Donc, c'est déjà pas les mêmes. Les psychiatres sont des médecins, les psychologues sont pas des médecins. Les psychologues ont fait un parcours universitaire sciences humaines, alors institut de psychologie pour ce qui me concerne, où on apprend la psychopatho qu'on a en commun avec les psychiatres, puisqu'on fait aussi un peu d'évaluation diagnostique. Mais le psychologue ne prescrira jamais de médicaments, le psychologue ne fera pas de certificat. Il va donner ses conclusions au psychiatre, qui lui fera un certificat médical s'il faut faire un certificat médical. Le psychologue ne prononce normalement pas d'hospitalisation, sauf dans quelques cas ubuesques. Donc la différence, elle est notoire. Il n'a absolument, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait crimino et pathologie psychiatrique à la fac de médecine, mais le psychologue tout court, qui n'a pas rajouté de spécialité, n'a absolument jamais mis les pieds dans une école de santé. C'est pour ça que derrière dire qu'on va nous mettre sous la tutelle d'un médecin, ça n'a aucun sens. En fait, on travaille tout le temps ensemble. Là, par contre, c'est une critique du côté de l'Europe. Moi, je ne comprends pas comment des psychologues et des psychiatres se bouffent le nez. On fait déjà pas tout à fait le même boulot et on est censé travailler ensemble, donc autant que ça se passe bien. Maintenant, au quotidien, oui, dans le travail de tous les jours, dans le feu de l'action, vous verrez pas la différence entre le psychiatre et le psychologue. Notamment entre un psychiatre et un psychologue qui ont de l'expérience et qui ont de la bouteille dans leur pratique. Pourquoi ? Parce que c'est comme n'importe qui. À force de travailler au même endroit, on prend les habitudes de travail du lieu, les uns déteignent sur les autres, etc. Donc, dans le feu de l'action au quotidien, vous verrez pas la nuance. Et la notion de criminologie, c'est quoi comme discipline ? Le nom prête à confusion, mais la crimino, c'est aussi de la victimo. Si vous voulez, la crimino, c'est une discipline qui entend essayer de comprendre, d'expliquer la dynamique criminelle avec les différents protagonistes ou avec les modes opératoires, etc., etc. Ok. Maintenant, quand vous êtes psychologue et criminologue, les deux vont s'interpénétrer dans le travail que vous allez faire, et souvent vous allez plus
enfin, être appelé sur du médico-légal ou là, la question du viol, par exemple, simplement la prise en charge de la question du viol, elle est liée à de la psychocriminaux. Hein. Alors justement, de toute façon, on va revenir plus en détail donc sur ce que vous faites aujourd'hui. Au niveau du parcours, vous avez exercé plusieurs années à Lyon, si je ne me trompe. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes au Sénégal, à Dakar. Alors déjà, voilà, moi ma question c'était de savoir pourquoi ce choix et comment. Alors, il y a deux éléments. Dans mon parcours universitaire, j'avais entamé une première thèse de doctorat sur les questions qui concernaient les enfants adolescents plutôt en déshérence, notamment des enfants qui étaient mis dans des services de psychiatrie alors qu'ils n'avaient pas leur place en psychiatrie, mais que on mettait là parce que le médico-social ne savait plus trop quoi faire d'eux, et j'ai eu l'idée de faire une étude comparée avec la manière dont les adolescents pouvaient être pris en charge ou pas au Sénégal. Donc j'avais proposé un projet de thèse avec cette perspective comparée. Et puis il s'est produit aussi un événement assez unique que je n'avais pas rencontré véritablement pendant 19 ans que j'ai passé en France. Arrivé à un certain niveau universitaire, j'ai croisé du racisme. À ce moment-là, j'ai décidé que j'avais un pays et que je prenais mon cerveau et que je rentrais dans mon pays. Étant entendu que ce que je n'ai pas dit de mon parcours universitaire, c'est que au-delà d'avoir fait le parcours classique d'un étudiant de psycho, j'avais aussi participé à certaines compétitions, disons, de chercheurs, et j'avais notamment remporté certains prix. Donc, récupérer mon cerveau veut vraiment dire ce que ça veut dire. D'accord, ouais. Et que, d'une certaine manière, j'avais milité assez passivement, je pense, pour le fait de garder ma nationalité sénégalaise et de continuer d'une certaine manière à appartenir au Sénégal. Et en conséquence de quoi, quand j'ai dû faire face à certains comportements et puis une certaine manière de dire les choses, j'ai eu la latitude de dire moi et mon cerveau on s'en va, j'ai un pays. Et donc du coup effectivement je suis rentrée au Sénégal. L'histoire de la thèse, j'avais quand même déjà fait je sais plus 5 ou 6 ans de thèse, j'étais à la fin normalement, et en fait j'ai tout suspendu en arrivant au Sénégal, non pas seulement à cause de cette question de racisme ou du fait d'être revenu au Sénégal, mais parce que ce que j'ai trouvé au Sénégal était tellement je crois que le mot horrible est encore faible. Et donc, du coup, j'ai été très, très happée par tout ça. Je me permets juste de rebondir. Horrible dans quel sens? C'est-à-dire horrible ce que vous y avez trouvé en tant que spécialiste de santé? Horrible en tant que spécialiste de santé de façon générale. Horrible en tant que spécialiste de la santé mentale. Horrible en tant que femme. Horrible en tant que victime aussi. Je reste une femme dans l'espace public et au même titre que les autres, je suis une cible. Cela d'autant plus du fait de ma militance, du fait de mes compétences, du fait de mon niveau universitaire, je cumule en fait. Mais contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les femmes dans le milieu rural soient les femmes les plus victimisées, les femmes au niveau d'études sont généralement celles qui le sont davantage, parce qu'elles vont l'être dans la sphère privée, dans la sphère publique et dans la sphère professionnelle. C'est surprenant. On aurait pu penser le contraire, effectivement. Non, on leur fait payer l'outrecuidance de vouloir se mesurer aux hommes. Alors qu'en réalité, en fait, on fait son parcours. On s'en fout de se mesurer à qui que ce soit. Mais c'est pris comme ça. Elle a une bouche, elle parle. En plus, elle contredit. Et donc, ça va pas. Ça va à l'encontre de ce qu'ils ont peut-être l'habitude de voir, ou en tout cas avec la société telle qu'elle est, en tout cas établie. C'est ça. Exactement. Ok. Suite à votre retour, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés? Donc là, on a compris effectivement, oui, il y a eu un constat un peu amer au départ par rapport à la situation. Mais est-ce que vous avez eu d'autres difficultés, peut-être pratiques aussi, peut-être pour l'installation? Comment ça s'est passé?
Déjà au niveau professionnel, vous savez, mon métier est un métier réglementé en France, aux États-Unis, en Suisse, où vous voulez, sauf au Sénégal. D'accord, donc ça veut dire que chacun peut se lever et se déclarer psychologue. C'est ça. L'administration reconnaît à minima certains psychologues, parce que j'ai retrouvé des documents administratifs dans lesquels les psychologues cliniciens avec un doctorat sont de niveau A1 dans l'administration. Peuvent être intégrés à l'administration au niveau A1, sauf que le métier n'est pas reconnu et le métier n'est pas encadré ni protégé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous allez faire des démarches administratives pour, vous faire reconnaître au niveau de la fonction publique, par exemple, ou même faire la démarche auprès de l'administration de la santé pour éventuellement être enregistré d'une manière ou d'une autre, même si pour moi, ce que propose le ministère de la Santé actuellement pour les psychologues n'est pas acceptable, dans la mesure où ils veulent en faire des auxiliaires de santé, alors que le psychologue n'est pas un auxiliaire puisqu'il n'est pas sous hiérarchie médicale. D'ailleurs, si vous suivez un peu les actualités françaises, les psychologues battent le pavé depuis des mois en France parce qu'ils ont essayé de faire la même chose. Et ça vient d'où ça ? Enfin, d'où vient cette envie de ne pas vouloir accorder une place à part entière aux psychologues, surtout en plus dans le monde dans lequel on va y venir un petit peu plus tard, mais je pense qu'on a plus que jamais besoin d'être entouré de psychologues, de personnes accompagnantes dans ce sens-là, parce que je pense qu'on a vécu mondialement des temps assez difficiles, avec la pandémie notamment. D'où vient cette réalité de vouloir mettre le praticien psychologue hiérarchiquement en dessous, alors que finalement c'est pas son statut de base? Ça vient de beaucoup de choses. Il y a des formes de prédation institutionnelle qui essaye de contrôler, de s'approprier les compétences d'autrui pour en faire à peu près ce qu'on veut, pour faire des psychologues des exécutants. Sauf que la méconnaissance du métier de psychologue fait que dans les administrations ou certains politiques ont l'arrogance de croire qu'on peut mettre sous tutelle un psychologue. Si lui-même travaille pour la reconnaissance de la subjectivité d'autrui, le respect de ses droits et de sa liberté et de sa parole, il est bien évident que pour lui-même, il va le faire respecter aussi. Et donc, on est sous la tutelle de personne. Le psychologue, dans les cadres et les clous dans lesquels j'ai été formée et je me suis engagée dans ma pratique professionnelle, il est à la fois libre de sa pratique, libre de ses choix théoriques et méthodologiques qu'il doit justifier. La liberté, c'est pas l'anarchie non plus. Oui, c'est lui qui se dit compétent ou pas à prendre en charge une personne. Et la psychologie est quand même, avant d'être une technique, une rencontre humaine. Donc si ma tronche ne vous revient pas, pourquoi vous allez vous forcer à venir toutes les semaines parler avec quelqu'un qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous rappelle votre tante Eugénie qui vous a battu toute votre vie et qui du coup ne permettra absolument pas que quelque chose puisse se produire dans cette rencontre clinique et que vos problématiques puissent être résolues. De la même manière, le psychologue qui rencontre un patient qui lui fait penser à je ne sais qui dans sa propre histoire ou qui ne se sont pas compétents à prendre en charge certaines typologies de patients, ne peut pas sortir de là et se rendre utile là où il se sait capable de l'être, plutôt que de prendre en charge et de faire une prise en charge pourrie. Je vous donne un exemple c'est l'exemple qui me concerne. Je peux prendre en charge pas mal de monde, mais il y a une population en particulier qu'il est hors de question que je prenne en charge, et ça je le dis depuis des années parce que je me sens incapable de le faire, que ça me renvoie des choses extrêmement violentes sur lesquelles je ne peux pas passer, même si je les mets au travail et même si j'ai fait pas mal de travail sur moi-même, mais c'est ma limite. Ce sont les pédophiles. Je ne peux pas m'asseoir avec un pédophile et lui prêter mon appareil psychique pour qu'il y mette toutes les horreurs qu'il a pu faire à un enfant. Oui, après c'est honnête aussi de votre part et c'est mieux de le savoir, j'ai envie de dire. Voilà, oui. Sauf que dans le contexte dans lequel on veut nous installer, cette honnêteté, elle n'aura plus voix de cité. Vous prenez en charge celui qu'on vous demande de prendre en charge. Ce qui n'est pas possible. Et je risque, je pense, de perdre même mon titre de psychologue. Je crois que si on me force à faire ça, j'irai planter des arbres et être agricultrice. J'arrête.
Non, mais je comprends. Bah oui, après, autant être en phase avec soi-même, totalement. Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir à la question de départ, sur les difficultés, donc il y a celle-ci. Et puis, quand vous faites toutes ces démarches, etc., et que vous arrivez dans certains services où on vous perd 2-3 fois votre dossier, puis qu'on vous répond, écoutez, madame, vous avez trop de diplômes, ou que le chef vous répond, quand les gens font 2 RACA, pourquoi elle en fait 4 ? Il y a un moment donné où... J'ai presque envie de dire que l'excellence n'est pas valorisée. Non. En fait, l'excellence n'est pas valorisée si, quand elle est masculine. Ah, d'accord. C'est important d'apporter cette nuance-là. Ben oui, au Sénégal, alors c'est un très très bon ami, donc c'est pas lui que je tacle particulièrement, mais enfin quand même, Bougar Sarr, quand il a écrit son roman et qu'il a été prix Goncourt et qu'il a été médaillé par le président de la République, ça n'est même pas pensable pour quelqu'un comme Fatou Diom par exemple. Et pourtant, en termes d'excellence et en termes même d'aura internationale, Fatou Diom a tout autant de mérite probablement que... Voilà, c'est ça. Quand par exemple vous avez des éloges en veux-tu en voilà pour un physicien qui a découvert une galaxie je ne sais où, ou je sais pas quoi, enfin je suis pas physicienne, je suis désolée, je respecte profondément le travail d'autrui, mais là ça me dépasse. Donc on en fait des caisses, on fait pas la même chose pour les femmes. L'excellence c'est très bien, mais au masculin. Alors est-ce que c'est pas aussi le côté féministe en vous qui voit davantage ce genre d'aspect-là, ou est-ce que même en mettant ça de côté, non, c'est une réalité et puis c'est tout, quoi. Ah ben non, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez une population au Sénégal qui, dit-on, est à 54% analphabète. Dans ces 54%, vous avez 65% de femmes. C'est statistique, c'est un fait. C'est-à-dire que 65% de femmes dans la moitié de la population est analphabète, n'a pas suivi, est analphabète en français, n'a pas suivi de formation à l'école. Au-delà de ne pas les mettre à l'école ou d'en mettre très peu à l'école, on les ressort de l'école quand il faut les marier, y compris quand elles sont mineures, puisqu'il y a quand même des dispositions légales au Sénégal qui permettent le mariage de mineurs. Elles sont coincées avec des grossesses, etc. On leur demande d'exercer un rôle défini aux femmes, c'est-à-dire s'occuper de leur foyer, leur famille, les malades, etc. Mais alors surtout pas de nous renseigner ou de nous informer ou de nous entretenir de questions extrêmement théoriques. On vous renvoie tout de suite au fait de ce serait bien que tu relèves ton nez de tes cours et que tu ailles t'occuper de ton enfant ou que tu ailles te marier. Et cette tendance-là, elle n'est pas en train de changer justement avec la nouvelle génération ? Mais absolument pas, et ça en est même désespérant, parce que on a tendance à penser que plus les femmes accèdent à de la formation, plus ça leur ouvre un petit peu l'esprit. On est aujourd'hui au Sénégal, comme partout dans le Sahel, pris dans des problématiques géopolitiques, de guéguerre très masculines, avec des idéologies qui sont plus rétrogrades les unes que les autres, dont les idéologies islamistes qui sont installés au Sénégal depuis les années 50 et qui font un travail de fond et de sape de tout ce qui pourrait être possible et pensable en termes de progressisme et de libération, d'émancipation des femmes. Moi, j'ai tendance à penser même que quand on se renseigne un petit peu sur l'histoire des femmes au Sénégal, l'histoire des luttes féminines, l'histoire du féminisme sénégalais, parce qu'il y a une histoire du féminisme sénégalais, on a tendance à être même sur une pente régressive que sur une pente de progression. On a des fois des conversations avec des femmes qui sont censées être masterisées, mais c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Vu de l'extérieur, en tout cas, on peut avoir cette impression d'émancipation de la femme sénégalaise, dans le bon sens, si je puis dire, et avoir cette impression que les choses avancent favorablement. En fait, le Sénégal a toujours joui d'une aura sur le plan international comme étant un pays où les droits, il y a plein de droits qui sont acquis, c'est ça. On pense, on travaille, on sait bien s'exprimer, tout ça, blablabla. Sauf qu'en fait, si vous regardez vraiment de très très près, d'abord c'est que les mecs qui parlent, et puis ensuite, non, vous ne pouvez pas être dans une zone comme celle dans laquelle on est, avec le Mali qui s'est effondré, la Guinée qui s'est effondrée, la Mauritanie qui est un régime islamiste, et penser que le Sénégal
va être sauf. Le Burkina qui commence à s'effondrer aussi, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Nigeria, où on a des incursions djihadistes qui s'abattent sur les femmes et les enfants en priorité, comme ils sont tellement couards. Mais donc vous pouvez pas imaginer que dans ce fratras, le Sénégal s'échapperait d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la Haute École de Défense et de Sécurité qui est basée au Sénégal a produit un rapport, je crois que c'est à la suite d'un master qui a été fait là-bas, et qui démontrait que le Sénégal était un pourvoyeur de djihadistes. Donc c'est pas juste Khaira Thiam, psychologue, ou Khaira Thiam, militante féministe. Non, c'est fondé sur des faits réels. Et à côté de ça, vous avez aussi de l'autre côté une lâcheté tout aussi extraordinaire de la part des institutions internationales qui prétendent œuvrer pour le développement, l'émancipation et tralala, et qui sont dans des accointances, dans des négociations, dans des compromissions avec certains groupes. Et vous avez aussi les diplomaties qui s'organisent pour gérer leur petit business, ferment les yeux en fait sur la violation des droits humains. C'est un vaste sujet, ça, j'imagine encore, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur le continent de façon générale. Alors, Absolument. Mais si vous voulez, à un moment donné, quand vous avez le métier que j'ai, vous êtes bien obligé d'essayer de comprendre comment tel ou tel symptôme apparaît dans telle ou telle population, ou comment qu'est-ce qui explique la récurrence de certains comportements, etc. Et vous êtes bien obligé de regarder un petit peu les métacadres, vous êtes bien obligé de regarder l'histoire, vous êtes bien obligé de vous intéresser à la question politique, vous êtes bien obligé de vous intéresser à la question économique, etc., pour essayer de comprendre en fait dans quel contexte vous êtes et dans quel contexte votre pratique s'installe, en sachant qu'en plus, pour ce qui me concerne, féministe ou psychologue confondu, ma pratique aujourd'hui confine à un acte politique. Et quand vous dites à une femme qui vient vous voir parce que elle a vécu, des violences conjugales, Madame, prenez vos affaires, sortez de chez vous, vous la mettez en danger d'une part parce que on sait que le jour où elle prendra, d'ailleurs c'était avant-hier, une femme s'est fait tirer une balle dans la tête parce qu'elle voulait partir. Ah oui, quand même. Ce matin, je me suis réveillée avec l'horreur d'une jeune fille de 17 ans égorgée et violée. Donc ça, c'est des réalités quotidiennes. Voilà, c'est ça. C'est des réalités du quotidien, du terrain. Ce sont des réalités du quotidien. Voilà. Vous regardez la presse, vous n'avez que ça. Mm-hmm. Donc, ce sont des réalités. Et pareil, je prenais l'exemple de la dame victime de violences conjugales. Donc, vous la mettez déjà en danger pour cette question-là parce que vous le savez en tant que psychologue, puisque des études ont été menées ailleurs et le Sénégal n'est pas exceptionnel au point d'échapper à des études randomisées. Et à côté de ça, vous la mettez d'un point de vue administratif et légal en danger parce que elle court le risque d'être poursuivie pour abandon de domicile. Elle veut se mettre à l'abri. Il va falloir qu'elle fasse toute une procédure auprès de la police pour porter plainte, auprès d'un juge pour demander une mise à l'abri ou une mesure conservatoire. Elle a le temps de mourir combien de fois là, la dame ? C'est sûr. Effectivement, ça paraît pas simple au quotidien. Ça paraît être un combat même de tous les jours. Comment, en tout cas, quel est le tableau que vous dressez alors après, là, c'est plus spécifiquement au Sénégal. Je sais pas si du coup on peut extrapoler ça sur le continent. Enfin, quel est le constat que vous dressez par rapport à la capacité des gens à demander de l'aide sur le continent ou plus spécifiquement au Sénégal? Alors, je vais par prudence quand même, je vais pas m'avancer sur le continent parce qu'il aurait fallu que je passe du temps dans les autres pays et que je puisse comparer. En revanche, pour ce qui concerne le Sénégal, moi, ce que je vois surtout, ce sont des gens qui sont tellement désespérés, tellement pris dans des enjeux de violence, tellement mélangés dans leur tête avec tout ce qu'on leur raconte qui est complètement archi faux, notamment du côté du religieux. Enfin, les impossibilités matérielles auxquelles il faut faire face, etc., qu'ils demandent de l'aide tout azimut, sauf qu'en fait, ils se mettent aussi dans une situation potentielle de revictimisation. Je donne un exemple. Je navigue régulièrement dans les réseaux sociaux. Il y a toute une période où j'ai été inclus dans pas mal de groupes de femmes qui se montent un peu sur les réseaux sociaux. Le nombre de situations qui sont portées à la connaissance des femmes du groupe concernant un membre ou
ou une amie ou un membre de la famille d'une personne qui est membre d'un groupe est faramineux. Sauf que quand vous lisez les commentaires, vous avez juste envie de vous pendre. Parce que une personne vient exposer sa douleur, sa souffrance, etc., demande de l'aide, elle se fait bâcher par énormément d'autres femmes qui pourtant peuvent vivre ces situations-là ou qui pourtant à d'autres moments sont capables d'aller battre le pavé sous prétexte de défense de droits des femmes. Donc vous voyez... Mais comment ça s'explique ? Comment ça s'explique ce paradoxe-là du coup ? Ça vient d'où ? En fait, la psychologie donne des hypothèses. Hein. Après, c'est du cas par cas. Hein. On ne peut pas. Comment ? Non, je disais oui, c'est vrai. Chaque histoire est personnelle, donc chaque explication l'est aussi. Oui, mais vous avez par exemple des identifications aux agresseurs. Quand vous avez été victime de violence quand vous êtes plus petit, soit vous vous identifiez à l'agresseur, soit à la victime. En vous identifiant à l'agresseur, vous intégrez que c'est un schéma relationnel. Donc agresser l'autre, c'est normal. C'est comme ça qu'on est en relation. Et puis d'ailleurs, vous avez souvent, que ce soit sur le territoire sénégalais ou même dans la diaspora, moi j'ai eu l'occasion d'entendre ça. Oui, non, mais nous, chez nous, nos mamans là, elles nous mettaient une claque et puis t'as rien à dire, hein. On va pas discuter pendant 3 heures. Rien que ça dit à quel point on est aliéné à des formes de violence et qu'on continue à les valoriser. Il y a aussi un aspect culturel, c'était une de mes questions à venir. On n'a pas aussi dans la communauté afro de façon générale l'habitude de demander de l'aide, de se rapprocher d'un spécialiste quand ça ne va pas, parce que tout de suite ça peut être catalogué de façon même plus générale. Hein. Au-delà de la communauté afro, c'est encore malheureusement quelque chose qui se dit, c'est d'avoir cette association, en tout cas de faire l'association entre tu vas voir un psy donc t'es forcément fou, alors que pas du tout. Alors moi je me permets quand même d'introduire de la nuance. Hein. On sait pas demander de l'aide, c'est pas vrai. On sait très bien demander de l'aide et ça dépend juste quelle aide. Parce que quand il s'agit d'aller demander une aide financière, on est tout à fait capable de le faire. On va aller voir tonton, tata, le cousin, le frère, le machin, et on va lui dire en ce moment c'est la dette, j'ai besoin d'aide. Donc on sait très bien le faire. En revanche, je pense que la question psychologique, elle expose à beaucoup de choses. D'abord, nous sommes des sociétés qui sommes très jeunes. Pour le Sénégal, on a 60 ans. Hein. 62 ou 63 ans, un truc comme ça. Donc, c'est avant-hier que s'abattaient sur nous des formes de domination et de contrainte et de coercition extraordinaires qui nous ont déshumanisés. Dans la plupart de nos sociétés, alors le Maghreb commence à le faire, il y a des études qui sortent et c'est tout à fait intéressant, notamment en Algérie sur les psychotraumas liés à la période qu'ils ont connue avec les islamistes, mais absolument rien n'est fait sur la question du psychotrauma et des empilements de psychotrauma de génération en génération que nous avons vécu. Totalement. Mais est-ce que c'est pas aussi une question qu'on cherche un peu à mettre un peu sous le tapis parce que ça n'arrange personne, ça ne plaît à personne? Non. C'est-à-dire que dans cette question de travailler sur nos propres traumas et notre violence et cette question de la déshumanisation, etc. C'est à nous de le faire. On ne va pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de quoi que ce soit. Quand vous avez un rhume, je ne suis pas sûre que vous allez demander l'autorisation à une administration d'aller voir votre médecin. Okay, vous allez chez le médecin, vous traitez votre rhume et vous partez. Okay. Donc, vous avez des psychologues, des psychiatres, ce qu'on veut, qui se forment, et puis de plus en plus de personnes se forment à ces disciplines-là pour travailler un certain nombre de questions. Donc, c'est aussi à nous, chacun d'entre nous, de faire cette démarche. De travailler sur soi-même, de se regarder un petit peu plus en face, plutôt que d'être dans une position que je trouve, moi, au bout des années, un peu facile. D'être dans la rumination, la récrimination, le ressentiment permanent. Je serais du coup dans la même perspective que Fatou Diom d'ailleurs, qui disait qu'il faudrait guérir de nos mémoires, ne pas se laisser écraser, bon, je sais pas tout à fait ces termes, hein, mais ne pas se laisser écraser par son passé, mais dominer son passé. Qu'est-ce qu'on fait aussi de ce qui nous est arrivé? Comment on le traduit? Comment on le sublime? Comment on le dépasse? Qu'est-ce que ça apporte à nos sociétés, etc. J'établis une comparaison, même si elle est en dessous de la réalité de ce qui a été
de ce qu'ont été nos violences sur nos territoires et qui continuent d'ailleurs. Mais par exemple, en ce qui concerne la Shoah, par exemple, vous avez pas mal de juifs qui ont fait des travaux sur ces questions-là, qui ont essayé, qui ont mis en place des dispositifs, qui ont fait un travail. Ouais. Vous avez d'autres populations, hein. Le Rwanda, alors bien que ce soit à prendre avec des pincettes, hein, cette histoire du Rwanda, mais quand même, ils ont eu quelqu'un qui s'est dit bon, bah peut-être que ce serait bien qu'on fasse des tribunaux pour essayer de travailler cette réconciliation entre les gens et avancer et faire quelque chose de nos vies. Et manifestement, ça a l'air de fonctionner, hein, puisque bon, même s'ils sont dans des fâcheries régulières avec les pseudo-dominants, ils avancent dans leur petit pays et ils construisent des choses, ils mettent en place, par exemple, ils ont mis en place l'école des maris, ils ont mis en place un certain nombre de choses qui font que cette population-là, elle met au travail ses traumas. Pareil pour d'autres situations, pour d'autres pays, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de même, de se concentrer sur soi, plutôt que d'être tout le temps dans la recherche? C'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un qui a vécu avec un pervers narcissique, attends qu'il vienne te présenter des excuses. Mais jamais il te présentera des excuses. Alors c'est vrai, totalement. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je dis ça, c'est aussi plus dans les moyens peut-être qui sont mis à disposition, parce que si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment on arrive à mettre ça justement en place dans une société où on a déjà même du mal à reconnaître les praticiens de santé, psychologues et autres, par exemple. Mais la psychologie n'est pas une panacée, hein. J'ai cité l'exemple du Rwanda à dessein. Ils ont pas forcément appelé tous les psychologues de la Terre, hein. Ils ont mis en place des dispositifs qu'ils ont co-créés avec les moyens du bord, au moins au départ. Ensuite, ils ont peut-être amélioré, ils ont peut-être investi dans la formation. D'ailleurs, ils ont investi dans les universités avec un développement des pratiques soignantes, etc., propres à leur contexte et avec les moyens dont ils disposaient. Et ils ont augmenté progressivement leurs moyens. Mais c'est exactement la même chose. Alors, certes, j'ai été formée en France, hein, mais quand je regarde l'histoire de la psychiatrie française, par exemple, mais mon Dieu, l'horreur. Des enfants de 2 ans pouvaient être mis en prison parce que il fallait pas faire mendier, pouvaient être mis à l'hôpital psychiatrique, on mélangeait n'importe qui, c'était insalubre, c'était asilaire, on détruisait des gens, des femmes ont été lobotomisées, donc bon. On partait de loin également, quoi. Donc s'ils ont pu le faire, pourquoi pas nous finalement? Voilà, donc je vois pas il nous manque rien du tout, si ce n'est à un moment donné la décision d'aller mieux et de se prendre en charge. Parce qu'on va pas bien, on ne va pas bien, ni les uns ni les autres. On va retrouver au Sénégal comme ailleurs, hein, des dépressions, des troubles somatoformes, des angoisses. On va trouver énormément de troubles de la personnalité, aussi bien limite que antisocial, que psychopathique, que pervers. On va retrouver énormément de troubles psychotiques et particulièrement, alors moi ce qui me frappe, c'est le registre paranoïaque. On a toujours un ennemi. Si c'est pas une personne précise, c'est les djinns, c'est les esprits, c'est ci, c'est machin, c'est tout. Il faut qu'on ait un ennemi, quoi. Est-ce que c'est pas culturel ça aussi? Parce que moi quand j'entends ça, pour être d'origine haïtienne, c'est pareil. Pour en rire un petit peu, mais par exemple en Haïti, aucune mort n'est naturelle, quoi. Il y a forcément quelqu'un qui s'en est pris à vous. Mais vous savez, là encore, c'est pareil. C'est-à-dire que souvent on a tendance à penser qu'on est exceptionnel parce que on a un folklore dans lequel on se complaît. Mais est-ce que vous saviez qu'en France aussi, pendant toute une période, les explications c'était aussi les esprits, hein. Après, c'est vrai qu'il y avait toute une période effectivement où on parlait de sorcières, où on les pendait même. On les pendait. Vous avez quelqu'un comme Jeanne d'Arc qui était sans doute hallucinée et délirante. Cette personne, elle considérait qu'elle était possédée par les esprits. Et on a tous considéré, on a continué notre chemin. Encore aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous disent qu'ils sont chamans, qu'ils travaillent, les énergies, qu'ils communiquent avec les esprits et je sais pas quoi, en France. Ouais, c'est vrai, ça revient en plus. Donc on a quoi de différent? On a quoi de différent des autres, en fait, pour faire notre boulot? Et botter toujours en touche sur l'histoire de la culture, pour moi, c'est dire, c'est formuler, mettre en mots un interdit de penser et un refus de travailler sur soi. Une culture, c'est mouvant, c'est dynamique, ça avance.
De la même manière qu'on a été capable de troquer nos tam-tams pour nos téléphones, pour s'envoyer des messages, on est tout à fait capable de troquer nos esprits pour des prises en charge correctes. Ça ne nous empêchera pas d'aller verser de l'eau devant la porte pour conjurer le mal. En Europe, ils font toujours des tas de trucs, ils passent pas sous les échelles ou je sais pas quoi, pour conjurer les esprits du mal. La concurrence des deux est possible, hein, mais à un moment donné, il faut travailler. Les Européens sont pas plus cartésiens que nous, hein. Mais en même temps, quand il s'agit de mettre au travail telle ou telle chose, de mettre en place des dispositifs basés sur des résultats scientifiques, ils le font. Et quand il s'agit d'aller se mettre autour d'une table et de solliciter les esprits à la lueur d'une bougie, ils savent le faire aussi, hein. Mais moi, ce que je déplore, c'est cette systématisation de l'argument « ouais, mais c'est culturel ». Non, c'est pas culturel en fait, c'est juste t'as pas envie de réfléchir. Disons on peut avoir cette impression que la place que cela prend dans les sociétés, par exemple, afro, on peut avoir cette impression que c'est plus important que dans les sociétés occidentales. Moi, je suis pas convaincue parce que quand, par exemple, en matière de schizophrénie, j'ai un exemple d'ailleurs, un ancien patient. Quand la mère, elle a fini de faire le tour de tous les marabouts, machin, de faire toutes les incantations, comment on appelle ça, les charités, etc. qu'on lui a demandé de faire, qu'elle a vu que rien n'a bougé, elle est quand même allée en dernier ressort chez le médecin, en nous demandant évidemment de jouer les pompiers. Sauf que il y a un petit peu genre 15 ans de retard à la prise en charge, ton gamin, son cerveau, il est quand même foutu. L'exemple que vous venez de donner, ça montre qu'effectivement il y a une conscience de l'aspect thérapeutique qui n'est pas vaine, quoi. Et bien sûr qu'ils savent que c'est là. C'est pour ça que sortir l'argument de la culture, ça me fait rigoler 5 minutes, quoi. Oui, quand tu seras fatigué, tu vas sortir l'argument de la science. Ok. Écoute, j'attends que tu fatigues. C'est pareil pour plein de choses. Un autre exemple, vous parliez de spiritualité, moi je vais vous parler même de religion, même chez les religieux, ceux qui vous racontent qu'ils peuvent tout régler en croyant en Dieu, viennent vous trouver en catimini. D'accord. Donc en fait, cette notion de prise en charge, elle est souvent un peu honteuse finalement. En fait, probablement qu'il y a de la honte et ça, c'est universellement partagé. Quand on est malade et que on a un trouble psychique, c'est une maladie honteuse. En revanche, je pense qu'il y a aussi, à côté de ça, une espèce de duplicité où une partie de la population est laissée dans son délire mystico-religieux, pendant que nous, qui profitons de ça, de ce business-là, on va aller se faire soigner chez des super spécialistes. Et on ne lésine pas, y compris en allant se faire soigner même à l'étranger. Donc tu sais très bien qu'à un moment donné, même alors moi je prends l'exemple de la religion musulmane, c'est celle que je connais le mieux. Dans ta religion musulmane, on t'a quand même dit d'avoir recours à la science. C'est écrit. Tu le sais, mais tu le dis pas aux autres. Eux, ils vont prendre des talismans, ils vont boire des décoctions, on va faire des prières, on va leur cracher sur la tête, pendant que toi, tu prends ton avion pour aller aux États-Unis te faire opérer. Tu rigoles ou quoi ? Effectivement, vu comme ça, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, au Sénégal notamment, pour accorder plus de crédit ou en tout cas donner plus de voix à l'aspect thérapeutique pour ne pas qu'il y ait des cas, comme vous le citiez tout à l'heure, de 15 ans de retard de prise en charge? Moi, je trouve que mes collègues, psychiatres notamment, essayent de faire des choses, essayent de sensibiliser, de parler, etc. Mais de la même manière que dans d'autres pays, la psy a toujours été un parent pauvre. C'est là, depuis le Covid, que ils ont découvert que ça avait un intérêt quand même, le psychologue, finalement. Et on va essayer de les faire travailler comme nous, on a envie qu'ils travaillent, mais pas autrement. Donc, de façon globale, déjà, la psychiatrie est un parent pauvre. Mais alors, dans un pays pauvre, où la santé n'est pas une priorité, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder un peu tous les scandales qui ont émaillé cette année au Sénégal le milieu de la santé, pour des questions de défaillance, aussi bien électrotechnique que technique, que en termes de personnel, etc. On a eu des personnes qui sont décédées par défaut de soins, une population qui s'est mise en colère, un collectif, je ne sais plus comment ça s'appelle ce collectif, pour la défense des patients qui s'est mis en place. Donc, dans un pays qui est dans cet état-là,
rajouter à ça le fait qu'on s'en fout de la psychiatrie. Mais en même temps, voilà, mes collègues essayent avec leurs petits moyens, sur Internet, sur Facebook. Moi-même, je l'ai fait à un moment donné. Mais c'est un travail, enfin, c'est du temps de travail, c'est du temps de recherche, c'est du temps de lecture. Trouver une manière de dire les choses de manière un peu moins scientifique, mais plus proche des gens. Moi, je me suis même retrouvée à essayer d'améliorer mon Wolof pour pouvoir le dire dans une langue qui n'est pas la mienne. Oui. Qui n'est ni ma langue maternelle, ni ma langue de travail, une autre langue, pour pouvoir faire passer le message et essayer de faire comprendre les choses aux gens. Et voilà, enfin, quand vous savez qu'au Sénégal, pour tout le Sénégal, vous avez 50 psychiatres et même pas 10 psychologues, je sais pas, ouvrez des formations, investissez, essayez d'aller voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, doter les services existants de matériel un peu plus, de médicaments de dernière génération, investissez dans la recherche scientifique, investissez dans la rencontre avec des professionnels, parce que des fois, c'est nous-mêmes qui finançons nos propres déplacements dans des colloques internationaux. Enfin, j'ai recommencé mon travail de thèse, donc maintenant je fais partie d'un labo français. Quand moi, en tant que doctorante, je veux aller faire une communication dans un autre labo, on me prend en charge mon train, mon hébergement et ma bouffe. Au Sénégal, c'est même pas en rêve. C'est pas le cas, ouais. Mais voilà, à un moment donné aussi, faut reconnaître aussi que mes collègues, comme moi, on fait ce qu'on peut, et puis au bout d'un moment, on fatigue, on en a marre. Moi, j'avoue que je suis dans une période où j'en ai un peu ma claque. On n'en fait jamais assez, et qu'à un moment donné, ça nous tend aussi de s'entendre dire, ouais, mais bon. On vous entend pas, on sait pas ce que vous faites. Ah bon, je sais pas. Déroule le fil de mon mur, tu vas voir ce que je fais. Et puis c'est les pétitions de principe, c'est les discours des gouvernements, c'est beaucoup de paroles, très peu d'actes finalement. Voilà, c'est ça. C'est tout ça qui finit par user. Et on nous dit oui, on a investi 100 millions dans la lutte Covid. Je l'ai dépensé comment? Parce que nous on les a pas vus les 100 millions. Hein. Ouais, c'est ça. Et comment on reste alors justement motivé? Comment on garde le cap et on n'abandonne pas? Comment on reste au taquet, j'ai envie de dire? On reste au taquet tant qu'on peut le rester, et puis au bout d'un moment, on subit comme à peu près tout le monde un bon burn-out, et un burn-out qui se manifeste pas forcément par le fait de rester alité parce qu'on peut pas se le permettre, mais un burn-out qui se manifeste par le fait d'être moins réceptif à certaines problématiques de patients, plus énervé, à moins bien faire son travail, à chercher des échappatoires. Il y a plein de psychiatres et de psychologues qui vont chercher un Eldorado ailleurs, et qui sont tout à fait intégrés ailleurs. On a quand même des jeunes psychiatres qui sont aujourd'hui en Europe, notamment un que je connais très très bien, qui est vraiment excellent, mais qui est retourné en France. Moi-même, j'ai repris le chemin. Repartir ? Pour l'instant, je suis dans une transition, mais ouais, ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Comment on reste motivé ? Ça fait 5 ans que je bosse, j'ai pas de vacances, j'ai pas de jours fériés, et puis j'ai une vie. J'aimerais bien avoir une vie, en fait. Bien sûr. J'ai pas fait 16 ans d'études pour être maltraitée comme ça. En fait, limite, on peut avoir l'impression qu'il faudrait donner de sa vie pour pouvoir faire les choses. Malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à le faire, et puis ça peut s'entendre. Enfin, je veux dire, on reste humain. Oui, surtout, ce que j'entends moi de la part de mes aînés, parce que je discute quand même beaucoup avec certains psychiatres plus âgés que moi. Ce qui fait, notamment les femmes, les hommes un peu moins, mais ce qui fait que certaines sont encore là, elles disent elles-mêmes qu'elles se retrouvent coincées par leur vie de famille, par l'âge, parce qu'elles ont déjà investi et elles vont pas recommencer ailleurs. Nous, on est plus jeunes. Moi, en ce qui me concerne, je suis relativement jeune, donc on peut espérer autre chose autrement. Ce qui n'est pas leur cas. Vous avez raison de dire que c'est presque un sacerdoce et on se retrouve coincé. C'est ça. Pour continuer, Raïra, on est dans une ère où on a de plus en plus conscience de la notion de santé mentale. Le 10 octobre 2022, d'ailleurs, on a célébré la journée internationale de la santé mentale. Quid du Sénégal? Qu'est-ce que vous pouvez constater de votre côté? Comment dire, sur les 5 dernières années, je me suis aperçue quand même que, à la fois parce que on voyage et on vit ailleurs, donc on voit un peu comment les gens fonctionnent aussi, et ce qui est disponible ou pas pour la santé mentale ailleurs. Effectivement, on a une population, on va dire, de la diaspora quand elle revient ou quand elle râle dans les réseaux, etc., parle de ces questions-là. Donc, ça donne aussi de l'information.
sans vouloir personnaliser avec ma personne, mais le fait qu'on ait investi les médias. Alors moi, je l'ai investi pour à la fois pour la militance féministe, mais aussi pour la psycho et la psychiatrie d'ailleurs. On a investi beaucoup les médias. Et puis bon, maintenant j'ai un réseau de journalistes que j'appelle quand j'ai quelque chose à dire. Super. Donc il y a de l'information qui se diffuse. Et je trouve que entre 2017 quand je suis arrivée et aujourd'hui, notamment sur la question des violences sexuelles par exemple, parce que je suis vraiment assez connue pour cette question-là au Sénégal, spontanément je vois de plus en plus les gens dire mais il faut l'envoyer chez le psy. Ce qui n'était pas le cas en 2017. Hein. En 2017, on m'a menacé de mort et de viol parce que j'ai osé porter plainte contre quelqu'un qui faisait l'apologie du viol. Maintenant, les viols, on me laisse tranquille. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, le psychotrauma, tout ça. Maintenant, les gens commencent à... Ils sont prêts à l'entendre, en tout cas. Ça s'entend. En tout cas, les gens entendent et je suis un peu moins visée. D'accord. Donc, je trouve quand même qu'il y a une évolution réelle. Pareil, ma collègue, par exemple, professeure Aïda Silla, qui est professeure de psychiatrie, elle aussi, elle investit les médias et on la voit de temps en temps parler. D'ailleurs, il y a un article où elle apparaît dans Le Monde Afrique. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se font et il y a quand même un dialogue qui s'instaure. Oui. Il y a quand même des perspectives, à la fois du côté des populations et du côté des soignants. Par contre, moi, ma question... Et là, pour le coup, j'ai pas la réponse parce que c'est une question qui me traverse. Ce que j'observe, c'est Dakar, c'est les réseaux sociaux, etc. Ce qui suppose que ce sont des personnes qui ont un petit niveau au moins pour être sur les réseaux et comprendre ce qui se dit sur les réseaux, voire pour parler dans les médias ou mettre en place quelques initiatives, etc., nous solliciter, etc. Mais la question que je me pose, c'est en dehors de Dakar, ça se passe comment? Parce que moi, je suis pas dans les régions, je suis pas dans un petit village, je suis pas. Alors, je ne sais pas si cette information est juste là-bas, en fait. Oui, c'est une vraie question. Je sais que, bon, dans certaines situations, notamment sur les questions de violence sexuelle, j'ai eu à monter des projets, etc., et à aller discuter avec des gens dans des capitales régionales. D'accord. C'est encore pas le village. Hein. Je ne l'ai pas fait dans toutes les capitales régionales, donc je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits au Sénégal où ce sont des déserts médicaux, des déserts juridiques, des déserts de services administratifs. Voilà, enfin, c'est tous ces éléments-là qui me posent question. Je me dis, il y a quand même une disparité, quoi. Oui. Déjà que le travail au niveau des grandes villes reste important, à plus forte raison dans les villages et les endroits un petit peu plus reculés. Oui. Parlons, Raïra, de féminisme, de cet aspect qui vous caractérise. Vous vous définissez comme une féministe radicale. C'est quoi être une féministe radicale? Et vous n'avez pas peur que, en joignant les deux adjectifs, donc féministe et radicale, justement, ça fasse encore plus cogiter? Le féminisme d'abord. Le Sénégal a une histoire avec le féminisme. La première association féministe, clairement féministe, d'Afrique francophone, c'est même pas juste le Sénégal, a été créée au Sénégal dans les années 80. Donc des féministes, il y en avait avant moi. Historiquement en tout cas, elles se sont révoltées contre le fait que peu d'espace était laissé par les black féministes et les white féministes du côté des États-Unis et puis par les féministes européennes du côté de l'Europe fassent peu de cas de leurs paroles, parlent d'elles sans les inviter à elles-mêmes à produire un discours sur elles. Et donc elles se sont révoltées contre ça et c'est ce qui a permis de créer cette association féministe qui s'appelait Yehui Yehui. À côté de ça, de façon plus interne, au Sénégal, des luttes de femmes, pas féministes forcément, mais des luttes de femmes, il y en a depuis aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, des figures féminines qui émergent. C'est pour ça que je trouve très intéressant qu'aujourd'hui on mette un petit peu en avant les Amazones du Dahomey dans les médias. Effectivement. Et ce serait bien qu'on creuse un peu toutes nos histoires parce que des femmes qui ont fomenté des révolutions, des coups d'État, etc., il y en a plein, notamment au Sénégal, qui ont lutté et qui ont financé même les luttes pour les indépendances, il y en a aussi beaucoup. Maintenant, elles se sont fait avoir deux fois sur le plan de la religion musulmane qui est arrivée avant les Européens et elles se sont fait avoir une deuxième fois par les Européens, enfin elles se sont fait avoir trois fois. Deuxième fois par les Européens qui ont trafiqué
traficoté globalement tout, y compris la perception du religieux, et qui ont mis en place des systèmes politiques pour renverser d'autres leaders politiques par les religieux. Ensuite, on a eu donc les Européens qui se sont installés et qui ont bien foutu le bordel. Que ce soit les arabo-musulmans ou les Européens, ils nous ont amené des systèmes patriarcaux rétrogrades plus, et qui ont soumis aussi alors tous les peuples, mais les femmes en particulier. On a par exemple dans les archives au Sénégal, je crois même au musée de l'IFAN, des courriers écrits par Faidherbe qui étaient absolument outrés de la morgue d'une certaine reine en particulier qui lui tenait tête. Ça, c'était même pas pensable pour lui parce qu'à son époque, les femmes asthésées, elles étaient reléguées. Donc on a eu ça, et puis les femmes se sont quand même rebellées et comme je disais tout à l'heure, elles ont participé aux luttes de libération et elles ont financé même. Sauf qu'elles se sont fait avoir une troisième fois par les hommes sénégalais. Voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que les femmes sénégalaises ne sont toujours pas sorties de l'esclavage des hommes sénégalais. Elles ont besoin de se libérer de ça. Ces hommes sénégalais, pour lesquels elles ont financé, combattu à leur côté, soutenu, etc., les ont relégués au moment de l'accession aux indépendances. Ils ont empêché d'avoir accès aux lieux de décision, aux lieux d'éducation, etc., etc. En interne, il y avait déjà ça. Et donc, en externe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la scène féministe occidentale. Donc, elles ont créé une première association Yewi qui était virulente, qui avait pris à bras le corps certains sujets. La polygamie, par exemple, c'était c'était débattu violemment, la question de l'appropriation du corps, des sexualités, etc. Aujourd'hui, la polygamie, vous avez des féministes qui vous disent qu'elles sont pro-polygamie, bien parce qu'elles sont musulmanes. Mais bien sûr, il faudrait qu'elles regardent un peu ce qui se passe dans les pays du Maghreb et dans les pays perses, d'où est originaire l'islam, pour voir s'ils font toujours ça. Donc pour vous, ça peut pas aller ensemble, en tout cas. Féministe et pro-polygamie, ça matche pas. Ah non. Mettre en concurrence deux nanas pour un mec, non, ça peut pas aller de pair avec l'idée de l'émancipation des femmes. Et puis d'autre part, moi c'est même plus en amont, c'est peut-être par là qu'on va arriver vers le radicalisme. C'est pas le radicalisme, c'est la radicalité, pardon. Mais pour moi, c'est même le mariage qui pose problème. Dans quel sens ? Le mariage, c'est une institutionnalisation par contrat de l'esclavagisme des femmes et l'appropriation des productions de leur corps. C'est-à-dire que, notamment, en plus, le Sénégal a une réalité, un code de la famille qui est absolument inique, et l'article 152 du code de la famille prévoit la puissance maritale. C'est-à-dire que le mari, il a le droit de vie et de mort, globalement de vie et de mort sur sa famille. Il fait ce qu'il veut, il décide à peu près tout, et c'est lui qui a donc la puissance maritale, mais il a aussi la puissance paternelle. D'accord. La femme ne peut même pas choisir son lieu de vie, sauf, encore une fois, à faire toute une démarche devant un juge pour dire que oui, ça lui convient pas pour son boulot, etc., mais qu'elle ne veut pas se séparer de son mari. Et le juge va ordonner une vie séparée. Voilà, on en est là. C'est assez ubuesque. Il faut le savoir. À côté de ça, par exemple, vous avez un autre article qui autorise le mariage de mineurs de 16 ans avec une dérogation même pour les mineurs de 13 ans. Mais ça, c'est que les filles, parce que les garçons se marient à 18 ans. Malheureusement, ouais, la place de la femme, de toute façon, partout dans le monde, les dérogations, elles sont un peu en tout genre dès que ça nous concerne, dès que ça concerne le sexe féminin, malheureusement, ouais, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Pareil, la dernière loi 2020-05, quoi qu'en pensent mes collègues juristes, parce que comme je disais tout à l'heure, je fais criminaux, cette loi 2020-05 ne protège pas les femmes. Au contraire, c'est-à-dire qu'elle est rédigée dans le sens où il faut que la femme ait démontré son non-consentement. Qu'elle ait démontré son non-consentement. Oui, pour qu'il y ait un bon viol, il faut que tu te sois débattu. Voilà. Et qu'on ait vu que tu... dire comment le prouver, même. Bon courage. Attendez, il y a mieux. C'est-à-dire que, donc, vous devez prouver votre non-consentement. Mais le non-consentement, quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et qu'on est marié de force avec un homme qu'on n'aime pas, ça se passe comment en fait ? Le non-consentement, quand on est soumis économiquement, quand on est sous emprise psychologique, quand on est coincé par une société ou une famille qui dit au mari, au moment où il vous épouse, qu'elle ne vous demande que ses os,
c'est-à-dire que vous allez crever dans votre mariage. C'est quoi le non-consentement dans ce cas-là? Ouais. Vous consentez à quoi? En fait, vous consentez à rien Pas du tout. grand-chose, oui, c'est vrai. On ne vous demande pas de consentir. Donc, comment on rédige une loi sur la question du viol et on veut nous parler du non-consentement, alors qu'aujourd'hui, les évolutions juridiques dans d'autres pays, je ne parle pas de la France, parce que la France a aussi ses problèmes, mais par exemple en Espagne, aujourd'hui, la loi a été modifiée dans le sens normal de la marche d'une juridiction et de la justice. C'est seul un oui est un oui. Si la dame n'a pas dit oui, c'est qu'elle disait non. Elle dit non, ouais, par déduction, totalement. Et c'est donc un viol. La loi a été modifiée en Espagne. Tant qu'on vous demandera de prouver votre non-consentement, c'est qu'on suppose implicitement que vous étiez consentante. Ben oui, que votre corps est à disposition. Et le problème, c'est que vous avez des juristes qui vous disent non, mais tu vas trop loin dans ta réflexion, gna gna gna. C'est même pas moi qui ai inventé cette réflexion, elle existe déjà, cette critique. Vous regardez dans les pays où la loi demande le consentement, demande de prouver le consentement, cette critique existe déjà. À côté de ça, vous avez en plus le fait que on octroie aux auteurs de l'aide juridictionnelle qu'on n'octroie pas aux victimes. Donc toi, la victime qui a été violée, c'est à toi de faire toutes les démarches avec ton argent. Débrouille-toi. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais vous pouvez démultiplier les exemples. Pourquoi je dis que la femme sénégalaise n'est pas sortie de l'esclavage de l'homme sénégalais? Oui, je comprends mieux vos propos, effectivement. Et on vous sort la tradition, on vous sort la culture, on vous sort la religion. Mais il faut arrêter, les gars, faut arrêter en fait. Il y a un niveau de déshumanisation des femmes qui est extraordinaire. Et puis pareil, c'est-à-dire que vous travaillez sur ces questions, etc. On vous insulte, on vous menace, etc. Bon, voilà. Vous y répondez ou pas. Moi, j'ai pris le parti de répondre. D'utiliser une technique féministe qui consiste à s'approprier l'insulte et je te la renvoie et voilà. Donc vous verrez aussi certains de mes écrits, notamment Sale pute, qui est un article que j'ai écrit dans les journaux quotidiens puisque je me suis pris un sale pute. Mais vous avez donc ça. Et puis vous, dans votre vie de tous les jours, vous avez des procureurs qui vous disent « Oh ouais, non mais le harcèlement, frère, ça n'existe pas. » Vous aimez bien prendre des compliments. Pardon. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu te maries pas... je sais pas, t'as vu le code de la famille que t'as? Je suis allée à l'école comme toi, il est hors de question que je souscrive à ça. Ah, mais t'es compliqué. Ah non, je suis pas compliqué, je sais lire. Mais t'es pas marié, mais comment ça se fait? Ah, mais pourquoi tu fais pas d'autres enfants? Ah, mais pourquoi t'es trop libre? Ah, mais voilà. Et puis vous avez j'ai eu droit plusieurs fois à du harcèlement et à du harcèlement même de personnes haut placées. Mm-hmm. Il faut se la faire, cette gosse, quoi. Elle nous fait chier, elle prend la parole tout le temps, elle est en train de mobiliser les femmes, c'est dangereux. Il faut qu'on arrive à la contraindre et la seule idée de contrainte qu'on peut inventer, c'est qu'on la subordonne à un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une société comme ça? Pourquoi je serais assez bête pour rester là? Je veux bien être patriote, je veux bien être passionnée par mon métier, je veux bien militer, je veux bien lutter, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Franchement... Il y a des limites. Oui, puis après, il faut se protéger soi-même, forcément, parce que être dans des bonnes conditions, soigner les autres, mais ne pas se soigner soi-même, ce serait un peu bizarre. Donc oui, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Quand vous avez des collègues psychiatres qui vous disent oui, mais Réa, il faut pas parler de viol parce que bon, la société sénégalaise, elle est pas prête pour parler de ça. Mais attends, tu rigoles ou quoi? C'est ton boulot. C'est sûr. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a 5 ans, je vous aurais dit autre chose et j'aurais été complètement pumped up et super contente d'être au Sénégal. Mais là, au bout de 5 ans, ça va. Franchement, ça va. Non, mais faut reconnaître que ça use quand même. Vous faites un métier qui est déjà pas facile en soi, puisque vous y laissez beaucoup d'énergie, que ça soit mental, émotionnel. Et puis, n'oublions pas que le statut d'expat, ou plutôt ripat dans votre cas, il a tendance... lui aussi à être usant. Ah oui. Et puis, si vous voulez, on a parlé de ces questions. Ouais, on a parlé de ces questions-là, mais moi, je vous ai dit à l'entame de notre propos que si je suis revenue, c'est pour une histoire de racisme. Sauf que moi, je m'attendais pas non plus à ce qu'on me balance à la tête, rentre chez toi, t'es pas sénégalaise parce que je suis métisse. Ah, ça c'est une autre problématique. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça se rajoute. Donc à un moment donné, ok, je vais rentrer chez moi. Par contre, je vais vous rendre votre nationalité. Puis là, on parlera un autre langage. Puis quand tu me diras rentre chez toi, je te dirai ok, pas de souci. Parce que je me suis quand même pendant des années, j'ai milité pour garder ma nationalité sénégalaise en disant je suis sénégalaise. Et pourquoi pas sans alors après pas obligé d'y répondre, mais pourquoi ne pas opter pour une double du coup?
Ouais, je sais pas. C'est de toute façon, c'est entre je dois admettre que c'est entre la peste et le choléra. Le choix est un petit peu cornélien. Mais vous voyez, enfin, c'est tous ces éléments-là. Et après, c'est vrai que c'est une réalité qui n'est pas simple d'être finalement nulle part chez soi, ou en tout cas considéré nulle part chez soi. C'est vrai que c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple du tout. Et du coup, ça impacte nécessairement psychologiquement, ça impacte, comme vous disiez tout à l'heure, compte tenu du métier, ça impacte aussi sur la pratique, ça impacte sur même la sécurité. Enfin, pendant 5 ans, enfin pendant les 4 dernières années, j'ai vécu dans une maison des Nations Unies avec des barreaux et des caméras sur l'extérieur, des chiens, des machins. Enfin, j'aimerais bien juste aller me promener. C'est vrai que ça peut faire beaucoup quand même. Et je peux comprendre que vous ayez envie de quitter le Sénégal après tout ça, mais c'est dommage. C'est vrai que c'est très dommage. Autre ton, autre ambiance, Raïra. Est-ce que ça vous arrive de recevoir beaucoup d'hommes dans votre cabinet ? Oui. Ça, alors beaucoup, c'est beaucoup dire, mais je reçois des hommes, ouais. Voilà, est-ce qu'ils n'ont pas peur, voilà, des fois, en se disant, peut-être qu'ils vont être jugés différemment, etc. Voilà, c'était la question. Je vais les taper. Non. Moi aussi, ça m'a un petit peu interpellée au début en me disant, tiens, ils sont marrants, avec tout ce que je raconte et sur la place publique, ils viennent quand même chez moi. Après, il y a une nuance à faire. Et je pense que souvent, quand on est militant, on voit pas cette nuance parce que notre travail ne nous y conduit pas. Mais quand je suis psychologue, je suis pas féministe. Quand je suis féministe, je suis féministe. Je suis pas psychologue. Même si je ne vais pas suspendre les connaissances que j'ai de telle ou telle problématique. Quand je milite en tant que féministe, je prends en considération l'anthropologie, l'histoire, la psycho, etc. En revanche, et ça c'est probablement l'effet du féminisme, c'est que même les hommes ont besoin, eux, d'être accompagnés dans leurs problématiques, dans leurs souffrances, etc. Et donc, si on clame et on réclame des attentions particulières pour les femmes, il faut aussi les réclamer pour les hommes. Pourquoi ? On est d'accord. Parce que si on veut un homme qui prenne en considération sa santé mentale, ses comportements, sa sensibilité, ses angoisses, etc., pour aller bien et être en relation correctement avec autrui, il faut qu'il ait aussi un espace pour pouvoir faire ce travail-là. Et souvent, les féministes ont tendance à penser que ça va de soi. Parce que nous, on s'est levé, on bouge les choses. Eux, ils ont qu'à faire leur cheminement. Mais on s'est pas levé comme ça non plus. Ça, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est des lectures. Voilà. Et eux aussi, ils ont besoin de ça. Moi, souvent, alors j'ai eu des hommes, j'ai même encore des hommes qui viennent parce qu'on les a largués, parce que ils font des crises d'angoisse quand ils ont un enfant, parce que ils ont fait un burn-out au travail, et puis parce que on leur demande des choses qui sont insurmontables, d'être hyper viril alors qu'ils ne le sont pas, de prendre en charge Pierre, Paul et Jacques dans sa famille alors qu'il peut pas. Il y a quand même aussi, pareil, il y a aussi des hommes qui ont été violés. Donc voilà, les gars viennent me voir. Après, ils deviennent, ils repartent avec un petit peu d'éléments féministes quand même dans la tête. On en profite. Ça, c'est forcé. Au fil du temps, j'ai compris qu'en réalité, ce sont des hommes aussi qui, s'ils m'ont vu dans l'espace public, se sont dit, elle peut comprendre ce que je vais lui raconter. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Parce que finalement, ça dénature pas ma fonction de psychologue, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Bon, du coup, là, je vais finir par la question pratico et pratique. Je suis au Sénégal, que je sois une Sénégalaise ou un Sénégalais. Je cherche à m'adresser à quelqu'un parce que, ça ne va pas. Je me tourne vers quelle structure ou en tout cas, quelle recherche je peux faire, que ce soit sur Internet ou physiquement. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un groupe de psychologues là qui sont réunis en association, donc vous pouvez les trouver sur Internet. Vous pouvez aussi solliciter les services hospitaliers. Il y a des services d'hospitalisation et il y a des services de soins ambulatoires, c'est-à-dire soins à la journée de façon ponctuelle. Donc là, ils reçoivent aussi des gens en consultation. Donc vous pouvez aller soit à l'hôpital Fann, à Thiaroye, à l'hôpital des enfants à Diamniadio. Vous pouvez aller à Dalal Khel,
à l'extérieur de Dakar. Donc vous avez des possibilités de les rencontrer. Même à Saint-Louis, il y a un service de psychiatrie. Vous avez aussi l'hôpital militaire. L'hôpital militaire, à la fois celui principal où il y a un service d'hospitalisation et de consultation, mais il y a aussi un service de psychiatrie qui s'est ouvert à l'hôpital militaire de Ouakam, où vous pouvez aussi aller rencontrer des psychiatres. Vous avez aussi la possibilité, sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle Femmes médecins, pro-chic et je ne sais plus comment. Vous avez la possibilité, dans ce groupe Facebook, de poser vos questions et puis des psychiatres viendront vous répondre ou vous proposeront éventuellement une orientation de sorte à ce que vous puissiez être pris en charge. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a ça. Il y a aussi, il y a une page santé mentale qu'on avait créée il y a un moment. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup alimenté ces derniers temps, mais même par ce biais, vous avez la possibilité de joindre des psychiatres et des psychologues. Donc voilà. Après, il y a le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille fonctionne aussi très bien. Mais ça, le bouche à oreille, c'est partout, hein, c'est dans tous les pays. Mais attention, par contre, là, il y a un bémol, c'est que c'est pas parce qu'on a été un bon psychologue ou un bon psychiatre pour une personne qu'on le sera pour une autre. Donc des fois, la déconvenue peut-être au bout du chemin. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est de tester. Qu'est-ce que vous me recommandez? D'en tester plusieurs et de voir celui avec lequel je me sens le mieux? Voilà, c'est ça. Ce que je conseille, c'est vraiment de s'écouter. Bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'écouter quand on ne s'est jamais écouté, mais la personne, je la sens pas. Restez pas. Testez tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien. Changez. C'est comme avec les hommes. Hein. Tant que vous n'avez pas trouvé un homme qui vous convienne, changez. Effectivement. Merci pour la remarque, mais c'est ça. Bon, super. Et du coup, Khaira Thiam, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En tout cas, si on souhaite vous contacter, ne serait-ce qu'aussi pour une consultation, même si si j'ai bien compris, vous êtes plus pour très longtemps à Dakar, mais peut-être que vous pourrez faire des consultations à distance, je sais pas. Non, je consulte en visioconf. Je consulte en visioconf depuis le Covid. Donc, moi, ça m'arrange aussi parce que ça me permet de venir et de faire mes trucs et de continuer à suivre mes patients en visioconférence. Vous pouvez me joindre par numéro, en fait, notamment sur WhatsApp. D'ailleurs, c'est pas notamment, c'est sur WhatsApp, en m'envoyant un message et puis j'essaye de répondre quand je peux. Alors des fois, je suis un peu longue à la détente parce que j'ai 12 000 trucs à faire et j'essaye de toute façon de répondre à tout le monde. Mais bon, des fois, ça arrive que comme pour beaucoup de gens, je regarde le message, je dis oui, je vais répondre tout à l'heure et j'oublie. Donc, n'hésitez pas à relancer. Un mot de la fin, Khaira, quel serait le mot de la fin pour conclure cet entretien? Écoutez, je vous remercie pour l'invitation. Je trouve que c'était très intéressant de pouvoir développer un certain nombre de points, d'idées et de réflexions. J'espère que ça permettra aux uns et aux autres de réfléchir un petit peu à leurs différentes problématiques et aux problématiques qui agitent aussi nos pays et dont il faudrait peut-être se soucier en étant sur le terrain, pas en étant hors sol et en essayant de plaquer des idées ou des choses un peu maladroitement, même si ça part d'une bonne intention. Hein. J'espère que les femmes sénégalaises, à un moment donné, vont se réveiller et vont sérieusement se révolter contre, je vais reprendre les vers de Léon Gontran Damas, contre la vie stupide et bête qui leur est faite. Eh bien, merci. Merci vraiment d'avoir pris le temps parce que voilà, je sais déjà que vos journées sont pleines et qu'elles sont bien occupées, donc merci, c'est pas négligeable. À bientôt, Khaira. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, @JoyfulReturn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.